Bonjour tout le monde. Alors n'hésitez pas à me dire comme d'habitude si le son est fort, pas assez fort. Vous connaissez la musique maintenant. Alors déjà bonsoir, vraiment je suis contente de vous retrouver pour ce premier live 2026, vraiment. Voilà, j'ai eu besoin de temps pour me remotiver, vous l'avez peut-être vu, mais maintenant on y est, on repart pour une nouvelle année d'abord. Donc mes meilleurs vœux pour 2026, que cette nouvelle année vous apporte tout ce que vous espérez, de l'amour de vos proches, de la culture à n'en plus finir. Bonsoir Sandrine, bonne année à toi aussi. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour cette nouvelle année, si ce n'est tout ce qui vous plaira, tout ce qui vous fait du bien, que des bonnes choses, que de la réussite et bonne fête. Ah oui, c'est vrai que c'est la Saint-Nina aujourd'hui. Merci Sandrine, merci. Il n'y a plus grand monde aujourd'hui qui souhaite les fêtes, mais merci de l'avoir remarqué. Euh, voilà, donc vous l'avez vu, j'ai eu du mal à me remettre en route, hein, parce que voilà, c'était les fêtes de fin d'année et puis voilà, j'avais envie de me poser un petit peu. J'avais besoin de temps pour retrouver l'inspiration et la motivation, mais que voulez-vous, ça arrive à tout le monde. Voilà. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Une bonne année 2026 à vous, parce que comme vous venez d'arriver, vous n'avez pas entendu mes bons voeux. Voilà. Donc, comme je vous disais, pour ce premier live 2026, j'avais envie de vous parler de quelqu'un. Bonjour Elévaran. De quelqu'un qui me tient beaucoup à cœur. C'est un artiste que j'adore et dont je redécouvre la filmographie à peu près, allez, on va dire une fois par an, si ce n'est plus. Il s'agit de Charlie Chaplin. Enfin, si on prend son nom complet, c'est Charles Spencer Chaplin, mais on l'appelle plus régulièrement Charlie Chaplin. Donc je ne sais pas si vous êtes familier, vous, de votre côté, avec ces films. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu. Je suppose que vous en avez entendu parler, mais est-ce que vous êtes familier avec ces films? Moi, personnellement, j'en connais beaucoup. Je connais beaucoup de ces longs métrages et un peu moins ces courts métrages parce que vu qu'ils ont été réalisés dans les années 1910, 1900, je crois jusqu'en 1914, oui, ça doit être ça. Ils ont été un peu perdus par l'histoire. Moi, je connais un peu moins ces courts-métrages. Donc après, vous, je sais pas. Je connais bien les longs-métrages aussi, oui. C'est les plus connus, en fait. Il a réussi à forger sa légende par rapport à ces longs-métrages-là. Donc, que ce soit Le Kid, Le Dictateur, La ruée vers l'or, les temps modernes aussi, mais il y en a beaucoup que j'oublie. Et donc c'est un artiste sur lequel j'avais envie de revenir parce que c'est un personnage qui me touche beaucoup. Il a une sensibilité et aussi une conscience de sa portée en fait vis-à-vis de son public, parce que le cinéma de Chaplin est un cinéma très engagé, très visionnaire. Voilà, parce que donc il fait partie des pionniers du 7e art. Il a commencé le cinéma, je crois, c'était dans les années 1910, oui, 1910 tout court, mais si on va un peu plus dans les détails, c'est 1914 environ. Et donc si on reprend vraiment depuis le début, Charles Chaplin, c'est vraiment un petit gars qui commence vraiment la vie on va dire, sous les pires ombrages, parce que il grandit dans l'Angleterre, on va dire,
qui ressemble beaucoup à l'ambiance des romans de Charles Dickens, c'est-à-dire un pays riche mais peuplé de gens très pauvres. Donc, et il fait partie de ces familles anglaises qui vivent très misérablement à l'époque. Malheureusement, voilà, il n'est pas, voilà, son début de vie est assez compliqué. Euh, il ne connaît pas son père et sa mère, voilà, elle s'occupe d'eux, mais elle vit pauvrement et du coup, voilà, ils ont vraiment une existence compliquée au début. Mais donc le petit Charles, ce qu'il aime donc c'est faire l'acteur parce que ses parents eux-mêmes sont artistes, donc que ce soit son père ou sa mère, tous les deux étaient artistes, ce qu'on appelle de musical, c'est-à-dire ils chantaient tous les deux. Et en fait, donc sa mère était une artiste, voilà, qui avait quand même une petite célébrité à son échelle. Et, euh, et donc, le problème, c'est qu'à un moment, donc, elle va perdre sa voix parce que, bah, voilà, sa condition physique fait qu'elle perd sa voix. Et du coup, après, ils vont être un peu dans l'errance jusqu'à ce que Charlie, par, par les connaissances qu'il a et son entourage, il va faire partie de troupes de théâtre. Donc déjà, la première troupe de théâtre, je crois que c'est Carnot, si je me souviens bien. Voilà, donc il l'embauche et il devient, on va dire, ouais, comédien, clown dans cette troupe-là. Il devient donc l'artiste vedette de cette troupe-là. Et donc il va faire plusieurs spectacles dans dans toute l'Angleterre à l'époque. Et aussi aux États-Unis, parce que donc c'était vraiment une troupe très connue et très influente, qui fait que donc les spectacles vont être exportés en Amérique. Et donc c'est vraiment la période, vous savez, du rêve américain, où on arrive là-bas et on se dit qu'on peut partir de rien et devenir, on va dire, devenir quelqu'un au sens, voilà, au sens richesse et popularité du terme. Euh, et la chance qu'il a, Charlie, à l'époque, c'est que il arrive aux États-Unis dans les années, ouais, 1913-1914. Et donc 1914, forcément, enfin, c'est le début de la Première Guerre mondiale, je vous apprends rien, mais c'est aussi le tout début de l'industrie du cinéma américain tel qu'on la connaît, donc le début d'Hollywood. Et donc à l'époque où Charlie arrive, c'est vraiment le début, vraiment on pose les bases. Et au début, c'est vraiment, voilà, on explore tout, on s'interdit rien, vraiment, on teste plein de choses. Et donc la chance que Charlie va avoir, c'est que on va tout de suite lui faire confiance sur ses capacités et ses talents parce que il a vraiment un talent inouï pour faire rire et, euh, et trouver des gags qui soient efficaces. Et donc il va créer à cette époque-là le personnage qui va le rendre mondialement connu, qui est celui de The Trump en anglais et qui peut se traduire par le vagabond. Et le personnage du vagabond, donc vous le connaissez, c'est donc il est habillé en veste, une veste noire, un pantalon trop large et des grandes chaussures, vraiment on dirait des chaussures de clown, et un chapeau melon aussi. Donc voilà, c'est devenu un style vraiment propre à lui qui fera plus tard, qui sera reconnaissable et qui sera adopté par, on va dire, par toutes les salles obscures confondues. Et donc, ce personnage du vagabond, il va l'utiliser dans plein de courts-métrages à l'époque. Donc,
À l'époque, c'était encore des bobines, hein, et c'était évidemment du cinéma muet jusqu'en 1927, il me semble. Euh, et donc, il va avoir beaucoup de courts-métrages. Donc, à chaque fois, c'est Charlot Musical, Charlot Pompier, Charlot Policier. Donc, il va le mettre dans beaucoup de situations. Et toujours dans un... En fait, il va choisir le camp, le fait de défendre les plus faibles dans la société. En fait, très tôt, il va prendre la mesure de la portée politique que peut avoir le cinéma sur son public. Et, euh, et il va se servir justement de son personnage du vagabond pour faire passer des messages. Donc voilà, avec plus ou moins de succès. Quoique, donc c'est avec les courts-métrages du vagabond qu'il va devenir célèbre. Je crois même en l'espace de 2 ans, parce que donc à cette époque-là, le cinéma prend vraiment de l'ampleur. Et donc tout le monde s'arrache ces courts-métrages, tout le monde le trouve drôle. Et en plus, donc, à cette époque, vu qu'il n'y a pas encore toutes les réglementations qu'on connaît aujourd'hui, et ben, il va avoir une liberté de création qui va être vraiment incroyable pour l'époque. C'est-à-dire qu'au début, il est employé par quelqu'un, par un employeur qui s'appelle, je crois, Max Sennett. Et donc, voilà, au début, c'est un peu c'est son employeur, hein, tout simplement. Et au bout d'un moment, donc, Charlie, vu qu'il connaît très bien comment réagit le public à ses films et comment faire rire, parce il a quand même un don inné pour ça, et ben, il va réussir à faire en sorte que il soit le seul metteur en scène de ses propres courts-métrages. Et vu le succès qu'ils auront et qu'ils ont, et ben, du coup, le studio ne trouve rien à redire parce que voilà, il a tellement de succès que forcément, vu que ça rapporte des sous, on trouve rien à y redire. Donc ça va durer jusqu'à jusqu'à un petit moment quand même, hein. On va dire. Ouais, parce que le premier court-métrage... Oui, le premier court-métrage, ça doit être 1900... Alors, attendez que je réfléchisse. Ça doit être 1921 avec Le Kid. Donc, à partir de 1921, c'est là qu'il se lance sur les longs métrages. Parce que, voilà, techniquement aussi, ça... Voilà, la technologie suit, donc les films sont de plus en plus longs. Donc le Kid, si vous l'avez jamais vu, je vous le conseille très fort. C'est un des films les plus connus de Charlie Chaplin. Donc c'est... Bah, si, je vais éviter de vous spoiler, mais pour vous résumer vite fait, donc c'est l'histoire du vagabond Charlot encore, mais dans un format plus long, qui, euh, qui recueille donc un orphelin qu'il trouve dans la rue et qu'il recueille et qu'il élève comme son fils. Et en fait, à tous les deux, il va leur arriver plein d'aventures. Voilà, donc le film, je vais pas vous le raconter parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Mais le film, au total, je crois qu'il dure 1h10 ou 1 heure tout court. Mais en tout cas, oui, pour l'époque, c'était vraiment quelque chose d'énorme. Et donc voilà, avec ce premier film, il va vraiment poser les bases, en tout cas du cinéma muet. Parce que oui, donc au fur et à mesure que le cinéma progresse techniquement parlant, voilà, le cinéma va devenir parlant. Et Charlie Chaplin est connu pour être quelqu'un qui a été longtemps, euh, on va pas dire réfractaire, mais bah si, on peut dire réfractaire. Au début, il a été réfractaire au
au cinéma parlant parce que bah, voilà, il était issu de la pantomime et du cirque. Donc forcément, c'est là qu'il puisait tout son terreau de blagues et de comiques. Donc forcément, quand on vient lui dire que maintenant le cinéma se doit d'être parlant pour rester voilà, dans le vent, on va dire, et bah au début, il y croit pas du tout. Il dit voilà, je suis bon en pantomime, donc pourquoi vous voulez que je parle si mes films marchent très bien sans que je ne parle. Et et il y a un cas, je trouve, où justement l'histoire va lui donner raison. C'est pour l'un de mes films préférés. Je pense que c'est mon long métrage préféré de Charlie Chaplin. Il s'agit des Lumières de la ville, qui sort en 1931. Et en fait, donc 1931, c'est, on va dire, 4 ans après l'avènement du cinéma parlant. Donc, pour vous faire une petite parenthèse, le cinéma parlant, il est apparu donc à Hollywood en 1927 avec un film qui s'appelle Le chanteur de jazz, qui a été joué entre autres par Al Johnson. Donc voilà, c'est le premier film parlant et musical du coup de l'histoire du cinéma et qui a été vraiment un tournant parce qu'à partir de ce film, du coup, commence la course entre tous les studios et les maisons de production. Ah, euh, alors, je me coupe parce que je vois vos messages, donc c'est pour ça que je vous lis en même temps. Alors, euh, Elevaran me dit pourquoi le personnage reste le même dans tous les films. Je veux dire par là que son look est le même dans beaucoup de ses films, bien qu'il joue des rôles différents. C'est vrai, c'est vrai. Et ben en fait, donc il a trouvé ce look du, du vagabond au début de sa carrière. Et c'est vraiment ce qui l'a porté pendant 2 ans. C'est ce qui a vraiment fait sa célébrité. Voilà, le personnage de Charlot a vraiment eu un succès phénoménal. Son image a été vraiment exportée sous toutes les formes. C'est devenu des poupées, même des tubes de dentifrice avec son image dessus. Vraiment, voilà, c'est pour... en fait, pour les studios, le personnage de Charlot, ça a été vraiment voilà, une marque de fabrique vraiment et vraiment une plus-value énorme à l'époque parce que voilà, c'était vraiment les débuts du cinéma. Et donc le personnage de Charlot était vraiment un gage de progrès et de nouveauté en fait. Et du coup, voilà, cette image a porté de Chaplin et a porté de Chaplin pendant une grande partie de sa carrière parce que aussi, donc c'est un personnage très touchant qui, voilà, je vous parlais de l'importance du cinéma parlant ou non. Et justement, je vous parlais des Lumières de la ville et pourquoi il a été important, c'est parce que donc les Lumières de la ville, il sort en 1931 et donc on retrouve encore le personnage du vagabond. Et donc encore dans ce film-là, le personnage de Charlot ne parle pas. Dans l'époque, voilà, il paraissait à la traîne parce que on est déjà en 1931 et la technologie du cinéma va très vite. Et, mais il s'avère que Les Lumières de la ville, ça a été vraiment un succès colossal quand c'est sorti, malgré le fait que ce film ne soit pas parlant. Et en fait, si tu veux tout savoir, Elevaran, le personnage de Charlot, il a dû l'abandonner en fait un peu malgré lui, mais on va dire que c'est pour une bonne cause. C'est parce que on va dire que la petite histoire de ces films a été rattrapée par l'histoire avec un grand H. Pourquoi? Parce que c'est en 1940 que Charlie Chaplin va sortir un film vraiment qui va être
coup de poing dans le monde du cinéma, mais qui va faire trembler aussi, on va dire, un peu la sphère politique, et pas qu'un peu d'ailleurs, parce que 1940, c'est en pleine Seconde Guerre mondiale et en plein, on va dire, en plein nazisme, hein, on va dire les choses, on va appeler les choses comme elles sont. Et donc, il va sortir un film qui s'appelle Le Dictateur. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, je pense que oui, parce que c'est un de ses plus célèbres. Et c'est à cette occasion que Chaplin va abandonner non seulement son personnage du vagabond, il va abandonner ce style de chapeau melon, veste et grand pantalon et chaussures de clown pour un personnage qui lui ressemble un peu plus. Enfin voilà, c'est lui-même qui se met en scène. Il joue deux personnages à la fois dans ce film. Donc, en fait, il prend deux rôles. D'un côté, un dictateur qui s'appelle Hinkel, qui n'est pas sans rappeler, voilà, un dictateur allemand très connu. Et, euh, et de l'autre côté, un barbier juif. Donc voilà, et vraiment, il appelle les choses par leur nom. Hein. Il ne se cache pas par des faux semblants en disant non, non, c'est pas ce peuple-là, c'est un autre peuple qui est concerné. Non, 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 il prend vraiment le taureau par les cornes. Hein. En plus, ça tombe vraiment dans une période compliquée parce que donc, par exemple, le script du film, il est terminé le lendemain de la Nuit de Cristal. La Nuit de Cristal, qu'est-ce que c'est? C'est un gigantesque pogrom qui a été fait dans les, on va dire, dans les ghettos juifs allemands. C'est une nuit de massacre de beaucoup de juifs allemands à l'époque. Voilà, il y a eu beaucoup de pillages de magasins, de meurtres, enfin, plein de choses horribles. Et voilà, on va dire hasard de l'histoire ou pas, mais la création du film vraiment survole les événements de la Seconde Guerre mondiale. Et ce n'était pas vraiment les ghettos allemands, mais directement dans les villes. Oui, 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 oui. Oui, c'est vrai, je fais un raccourci, c'est vrai. Mais c'est difficile de tout résumer comme ça pour que ce soit clair et pas trop compliqué. Mais c'est vrai que c'était directement dans les villes, oui, effectivement. Qu'est-ce que j'allais dire du coup? Oui, donc c'est à cette occasion que Charlie Chaplin abandonne donc ce personnage du vagabond parce que voilà, la nécessité faisant loi. Et donc ce film, il va avoir un succès phénoménal, mais il va aussi lui attirer des problèmes parce que voilà, forcément, il prend parti dans un sujet qui est quand même vraiment grave pour l'époque. Il y a il y a beaucoup de gens qui veulent sa tête. Il reçoit des lettres de menaces. Voilà, on sent sa carrière finie, enfin on prétend que sa carrière est finie malgré le succès du film. Voilà, il y a le FBI se méfie de lui parce que vu qu'à la fin du dictateur, euh, Charlie place un discours qui est resté dans les annales, qui prône voilà, on va dire l'humanisme et l'entente entre les hommes et la paix et tout ce que vous voulez. Bah c'est dommage que je puisse pas vous montrer d'extrait, je l'aurais fait avec plaisir, mais c'est l'extrait final du dictateur, c'est vraiment en fait un discours pour me mettre dans le contexte vite fait, mais sans vous spoiler. En gros, à un moment, il y a un quiproquo qui fait qu'on prend le barbier juif pour le dictateur en question. Et c'est le barbier qui se retrouve à devoir faire un discours devant les dignitaires, enfin
on va dire, les fidèles du dictateur, et le discours final avec la musique de Hans Zimmer. Hans Zimmer? T'es sûr? Ah oui, ça a peut-être été remonté avec une musique de Hans Zimmer, mais les musiques originales ont été composées par Charlie Chaplin lui-même, hein. C'était vraiment un artiste complet. Oui, donc ce discours final, il est vraiment... voilà, c'est vraiment... Je crois qu'il dure quand même 6 minutes ou quelque chose comme ça, hein, 5 ou 6 minutes, où vraiment... oui, c'est un montage, oui, c'est bien ce que je me disais. Mais ça doit bien passer aussi sur des musiques d'Hans Zimmer. Euh, du coup, donc ce discours, il est vraiment impactant pour l'époque, mais il ravit pas tout le monde parce que donc il y a aussi des gens qui voient d'un mauvais œil vraiment la prise de position de Chaplin depuis le début, on va dire, ouais, depuis qu'il a vraiment du succès dans le cinéma. Le FBI le surveille parce que voilà, on s'inquiète de ses fréquentations, on se dit qu'il est communiste. Voilà, on le surveille vraiment sous toutes les coutures. Et après donc la sortie du dictateur, voilà, on va lui poser plein de questions sur ses prises de position. Et notamment, c'est en fait la guerre froide qui va faire que tout bascule, enfin qui va avoir un peu une traversée du désert, en tout cas pour ce qui concerne l'Amérique. Parce que donc à partir de, ouais, on va dire de la guerre froide, dans cette période-là en tout cas, euh, Charlie Chaplin, avec sa notoriété, va appeler les gens à, euh, à être, enfin, à ne pas être pour la guerre froide. En fait, il appelle à la paix, hein, tout simplement, en disant que les soviétiques, donc les Russes à l'époque, les soviétiques ne sont pas différents de nous. Là, c'est une citation que je vous donne. C'est les soviétiques ne sont pas différents de nous. S'ils perdent une jambe, ils saignent et souffrent comme nous. Donc voilà, en gros, avec cette citation, il appelle vraiment au calme et à la paix. Et du coup, cette prise de position pour les Américains, elle passe vraiment très mal, ou en tout cas du point de vue des autorités, hein, parce qu'il ne perd pas du tout l'amour de son public. Mais on va dire que les autorités compétentes lui reprochent un peu cette prise de position. Et du coup, à ce moment-là, lorsque Charlie, euh, qui a sorti un nouveau film, euh, doit faire une sortie promotionnelle, il décide de la faire en Europe, déjà pour retourner chez lui, parce que ça faisait... il n'est pas retourné en Europe avant une vingtaine d'années de travail. Et du coup, les autorités vont profiter de ce voyage en fait pour lui supprimer son visa d'entrée aux États-Unis pour le retour. Et du coup, eh ben, pour son film qui va sortir, il décide d'en faire la promotion en Angleterre, tout simplement, là où il devait aller en fait, hein, du coup, il en profite pour faire un tour d'Europe, en France, en Angleterre, en Allemagne, enfin à peu près partout. Et du coup, donc il fait la promotion de son film. Je crois que ça doit être Les Feux de la Rampe, celui qui sort à ce moment-là. Ou alors c'est après. Mince, j'aurais dû mieux travailler mon sujet. Zut. Mais oui, ça doit être Les Feux de la Rampe. Euh, et Les Feux de la Rampe, c'est pareil, je vous le conseille aussi. Bon, il est très triste, je vous préviens. Il y a certains films de Chaplin, je pense qu'il n'y a aucun film de Chaplin qui ne provoque pas des larmes. Mais Les Feux de la Rampe, je pense que c'est celui que j'ai le plus de mal à revoir parce que il me fait pleurer à chaque fois.
Donc les feux de la rampe, en gros pour vous expliquer l'histoire sans trop vous spoiler, c'est l'histoire d'un clown euh, qui, euh, qui est un peu sur le déclin euh, et qui prend sous son aile je crois que c'est une équilibriste ou une danseuse. Il me semble que c'est une danseuse plutôt. Il prend sous son aile donc une danseuse dans le cirque d'où il est, enfin où il est. Et du coup, il va lui donner tous ses conseils pour enchanter le public. Et voilà, je ne vais pas vous en dire plus parce que sinon ça va vous spoiler l'entièreté du film. Mais voilà, c'est vraiment un film que je vous conseille. Donc à partir de ce film-là, euh, donc Chaplin n'est vraiment plus le bienvenu aux États-Unis. Voilà, on lui dit merci, merci et au revoir. Hein. Euh, voir à jamais, quoique. Donc voilà, à partir de ce moment-là, il est plus du tout le bienvenu aux États-Unis. Et du coup, il va s'installer en Europe et plus particulièrement, non, c'est pas je crois, c'est en Suisse qu'il s'installe, à côté du lac Léman. Et du coup, donc il va continuer sa carrière, hein, mais du coup, il va pas perdre pour autant l'amour de son public. Voilà, ses films sont. Après, euh, sortant de la période américaine, forcément, le retentissement de ces films, on va pas dire qu'il est inexistant parce que c'est pas le cas, mais du coup, avec Hollywood en moins, forcément, ces films suivants ont eu peut-être un impact moins fort que ces films qui ont vu le jour aux États-Unis parce qu'il n'y avait pas toute la, toute la machine hollywoodienne derrière pour les porter, quoi. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont pas bons, ces films-là. C'est juste qu'ils sont moins connus et moins plébiscités, j'ai envie de dire. Quand on... J'ai l'impression que quand on parle de Charlie Chaplin, on retient surtout, voilà, on va dire les premiers longs métrages euh, jusqu'à jusqu'à son départ d'Amérique. Et après, je vais pas dire qu'on connaît pas les suivants, mais disons qu'ils sont moins connus par le grand public. Je dirais qu'ils sont plus connus vraiment des gens qui fouillent quoi. Et donc je dirais à partir des feux de la rampe, et ensuite donc il y a les feux de la rampe, il y a Monsieur Verdoux que je vous conseille aussi, qui est vraiment très bien. Monsieur Verdoux, pour ce qui est de ce film-là, vraiment, on voit vraiment Charlie Chaplin. Remarque, c'était déjà le cas dans Les Feux de la Rampe, mais dans ces deux films-là, on le voit vraiment pas maquillé, vraiment comme il est dans la vie de tous les jours, avec ses cheveux blancs et voilà, on va dire vraiment comme il est, quoi. On le voit pas du tout maquillé comme il était maquillé pendant qu'il était, le vagabond. Et moi, je sais que les premières fois où j'ai vu les films de cette période-là, eh ben, ça m'a fait un petit peu, je vais pas dire un choc, ce sera peut-être trop fort, mais disons que ça m'a fait bizarre de pas voir Charlie Chaplin avec son maquillage qui le faisait tellement reconnaissable. Mais c'est pas pour autant que c'est des mauvais films. Hein. Donc, Les Feux de la Rampe, Monsieur Verdoux, il y a aussi La Dame de Hong Kong, il y a aussi. Il y a quoi encore? Un roi à New York. Il y a plein de films comme ça, je suis sûre que j'en oublie deux ou trois. Mais voilà, disons qu'il a eu une carrière vraiment prolifique et qui a vraiment... en fait, ces films ont suivi non seulement son engagement politique, mais aussi vraiment toute sa vie personnelle, donc que ce soit ses joies, ses peines. Parce que des joies et des peines, donc il en a eu beaucoup, comme je vous disais. Donc
Et ses inspirations, c'est toujours, enfin, en grande partie, c'est le Londres de son enfance. Donc, comme je vous disais, vraiment, un Londres à la Charles Dickens, euh, avec l'opprimé qui essaye de s'en sortir face à une société plus forte que lui. Et à partir de, on va dire, à partir du moment où il est revenu en Europe et que il a été un peu boudé par les Américains, euh, voilà, il montre encore une fois les, on va dire, l'opprimé face à la société, mais voilà, il y met aussi de son histoire personnelle. Par exemple, dans Monsieur Verdoux, euh, alors comment vous expliquer ça sans tout vous spoiler. Donc Monsieur Verdoux, en gros, euh, c'est c'est pas du tout une comédie. Déjà, c'est un drame et ça fait bizarre de voir Charlie Chaplin jouer dans un drame. Euh, et donc, en gros, c'est l'histoire de quelqu'un qui est accusé, qui est accusé de quelque chose. Après, est-ce qu'il l'a commis ou pas? Ben, on l'apprend à la fin. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est accusé. Et, euh, et dans la manière dont c'est filmé et raconté, vraiment, euh, si... bon après, même si on n'est pas au courant des démêlés que Charlie Chaplin a eu avec le FBI et tout ça, on peut suivre le film, hein. Mais quand on les connaît, après les films sont sortis au millénaire dernier, on a eu le temps de les voir, donc peut-être que tu peux te dire, ah bah si ça vous intéresse de tout savoir et que je vous dise tout, il n'y a pas de problème, hein. Mais je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout les spoilers, donc voilà. Bah je vais faire un petit truc. Je vais, je vais dire quelque chose pour ceux de la rediffusion. Pour ceux de la rediffusion, je mettrai un timecode à la fin du temps de spoiler. Donc voilà, si vous voulez pas être spoilé, voilà, vous aurez un timecode jusqu'ici. Donc voilà, que j'ajouterai à la rediffusion YouTube. Donc pour ceux qui veulent être spoilés, et bah voilà, et ben on va dire allons-y. Donc Monsieur Verdoux, c'est un drame, hein, comme je vous disais. Donc c'est un monsieur, Monsieur Verdoux, qui fait sa petite vie et dont vraiment son existence paraît normale. Vraiment, il a l'air de Monsieur Tout le Monde. Vraiment, il fait sa petite vie. Pardon d'influencer le live. Ah, mais tu fais bien, les Varans, il n'y a pas de souci. Après, c'est bien, c'est bien. Si toi, tu n'as pas peur des spoilers, écoute, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je préfère laisser le choix à ceux qui n'aiment pas ça. Chacun ses choix. Donc, Monsieur Verdoux, donc il fait sa petite vie, vraiment, c'est Monsieur Tout le Monde. Et, euh, et en fait, on se pose quand même des questions sur le fait que son, que son incinérateur brûle tout le temps. Vraiment, il a toujours des déchets dont il doit se débarrasser. Et ses voisins, vraiment, commencent à se poser des questions. euh, Vraiment à se demander bah, qu'est-ce qu'il a à se débarrasser comme ça de beaucoup de choses. Voilà, il est secret. Bref. Et à côté de ça, donc dans la vie quotidienne, donc il est vraiment charmant avec tout le monde. Il a une femme. Il a vraiment une vie tranquille. Dans la bonne société bourgeoise, vraiment, il est vraiment implanté dans cette société un peu, ouais, un peu guindée, un peu bourgeoise, un peu, vraiment, voilà quoi. Et on découvre donc que ce monsieur Verdoux, eh ben, en fait, c'est un meurtrier, tout simplement. En fait, il assassine des femmes enfin, qu'il pour leur voler leur richesse
et vraiment, voilà, toute leur richesse, tous leurs bijoux, tout. En fait, il les séduit. Quand il les séduit, il fait en sorte qu'elle l'amène chez elle. Et une fois chez elle, il les tue et il les vole. Donc quand je vous dis il les vole, c'est les bijoux, les objets de valeur, etc. Donc quand je vous dis les objets de valeur, c'est les tableaux, les grandes, les statues, vraiment les objets de valeur, quoi. Donc au bout d'un moment, forcément, je vous résume le film en très grand, hein, bien sûr. Bon, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas revu. Mais en gros, au terme de beaucoup de faux semblants, il finit par être arrêté, forcément, et jugé. Et donc, on a vraiment cette prise de position de Charlie Chaplin. Donc, c'est lui, hein, qui joue le rôle de Monsieur Verdoux. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je le dis. C'est lui qui joue le rôle de Monsieur Verdoux. Et on a cette prise de position en fait, du fait que Monsieur Verdoux tue ses conquêtes. Donc, il doit avoir... Je crois que dans le film, il tue 3 ou 4 personnes, il me semble, ou 5 ou 6, je ne sais pas. Enfin, quelque chose comme ça. Et je crois que, c'est même pas je crois, je suis sûre, que un an avant la sortie du film, il y a eu les bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki. Donc voilà, je ne vais pas vous faire un dessin, c'est les 2 bombes nucléaires qui sont tombées au Japon. Et en fait, Charlie Chaplin se sert de ça pour mettre en parallèle voilà, l'histoire de son personnage, Monsieur Verdoux, avec les meurtres de masse qui sont orchestrés du coup par le pouvoir américain, voilà, et cautionnés par l'armée, les politiques et tout ça. En gros, le message du film, c'est il y a, plus il y a de morts, plus le criminel est porté en triomphe. Le nombre sanctifie. Je crois que c'est ça la, la phrase de fin. Donc, à la fin, donc, à la fin, donc le personnage de Monsieur Verdoux est condamné. Donc, il est condamné à l'échafaud encore à l'époque. Hein, voilà, et dans ce film-là, il est condamné à mort. Hein. Et donc, à la fin de ce film, juste avant d'aller se faire... je crois qu'il se fait guillotiner ou pendre, je ne sais plus. Bref, avant de mourir, en tout cas, il livre ce discours selon lequel, voilà, plus il y a de morts, plus on applaudit les auteurs. En gros, voilà le message, si je devais raccourcir le propos du film Monsieur Verdoux. C'est vraiment un film que je vous conseille parce que c'est pas le film le plus connu de Charlie Chaplin, parce que donc il fait partie de la période de sa vie où il était un peu, même beaucoup, la bête noire d'Hollywood. Et c'est vraiment un film que les gens connaissent moins. Donc je vous le conseille vraiment. Je sais que les films de Charlie Chaplin sont très souvent réédités en coffret DVD ou même sur les plateformes, je crois. En ce moment, je crois que pour Noël, ils les ont tous rediffusés. Donc je pense que sur les plateformes, vous pourrez les voir assez facilement. Que ce soit les films de la période américaine ou ceux d'après. Voilà. En tout cas, Charlie Chaplin, donc, pour revenir un peu à sa vie personnelle, parce que c'est quelque chose dont j'ai pas du tout parlé, c'était un bourreau de travail. Et les seuls moments où il s'accordait un peu
on va dire, de légèreté amoureuse, c'était entre deux tournages. Et on va dire qu'il a eu une vie personnelle vraiment très, très remplie, hein. Il a eu plusieurs épouses dans sa vie. Euh, il en a eu, je crois, trois. Oui, c'est ça, trois. Il a eu trois épouses et euh, je crois qu'il a eu quatre ou cinq enfants, il me semble. Corrigez-moi pour ceux qui savent mieux que moi, mais je crois qu'il a eu quand même beaucoup d'enfants et beaucoup de petits-enfants. Des petits-enfants d'ailleurs qu'on voit encore sur les écrans. Je pense notamment à sa petite fille, Géraldine Chaplin, qu'on voit de temps en temps dans certains films et productions télé, que ce soit au cinéma ou à la télé, on la voit encore de temps en temps. Voilà. Et donc, ouais, sa vie personnelle, elle a été quand même assez tumultueuse. Déjà parce que, on va dire que ses compagnes, il les aimait très jeunes. Et du coup, forcément, ça... Et dans Avatar. Ah oui, effectivement, c'est vrai qu'elle joue dans Avatar. Oui, c'est vrai. C'est vrai, les Varans, c'est vrai. Et du coup, c'est vrai donc que ses compagnes, il les aimait très jeunes. Et donc qu'il a quand même déclenché certaines polémiques voilà, durant sa... euh, plutôt... Il a eu 8 enfants. Ah, Sandrine est plus au courant que moi, donc 8 enfants. Effectivement, j'étais assez loin avec 5 et 6. Donc oui, 8 enfants. Euh, dont le dernier qu'il a eu très vieux, hein, du coup, je crois qu'il avait plus de 80 ans quand il a eu le dernier, il me semble. Euh, et du coup, donc, ses compagnes, il les aimait très jeunes et il a eu un peu on va dire des polémiques quand il était encore à Hollywood, parce que forcément, c'était des affaires de mœurs, hein, et donc il avait des aventures avec des personnes mineures à l'époque. Et voilà, c'était une autre époque, hein, encore une fois. On ne se posait pas toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui sur le consentement et tout ça. Donc voilà. Donc il a eu quand même pas mal de démêlés avec vraiment... il a eu notamment un divorce qui s'est mal passé parce que son ex-femme voulait récupérer une grande partie de sa fortune liée à son art. Et du coup, il a dû vraiment être vigilant pour, euh, pour garder la main mise sur ses films à l'époque de ses démêlés judiciaires avec son ex-femme. Mais rassurons-nous, il a aussi eu des histoires qui se sont bien passées quand même, avec notamment Paulette Godard, qu'il a rencontrée pendant ses films, avec qui il a joué notamment Les Temps modernes. C'est elle qui joue le rôle de la jeune fille qui l'accompagne. Euh, Elle a joué aussi dans plusieurs autres de ses films. Ça a été sa muse pendant... je crois qu'ils sont restés pas mal de temps ensemble, hein. 6 ans, je crois que c'est 6 ans de vie commune qu'ils ont eu ensemble et après ils ont divorcé. Bon, voilà, en bons termes, hein, cette fois. Et ensuite, une fois cette histoire terminée, enfin après quelques années, il s'est remarié une dernière fois avec... euh, elle s'appelle Una. Bon, après, forcément, elle a pris le nom de Una Chaplin, mais je ne me rappelle plus de son nom de jeune fille, ça me reviendra certainement. Sa dernière épouse, donc Una Chaplin, qui l'a accompagné sur toute la fin de sa vie, voilà, qui avait beaucoup de différences d'âge avec lui, mais voilà, ils ont été heureux jusqu'à la fin de sa vie. En parlant de sa vie d'ailleurs, elle a été assez remplie parce que donc il est né en 1889, même année que la construction de la Tour Eiffel, et, et, euh, et il est mort. Alors,
j'ai vérifié, hein. J'ai vérifié. Il est mort en 1977, il me semble. Donc voilà, il a eu quand même une vie bien remplie. Et, et vraiment, à la fin de sa vie, après, il a eu beaucoup de soucis de santé. Il a fait de multiples accidents vasculaires cérébraux qui ont fait qu'ensuite, il ne pouvait plus marcher comme il le voulait. Il marchait avec une canne. Puis ensuite, il s'est déplacé en fauteuil roulant. Du coup, voilà, la fin de sa vie a été un peu compliquée parce que il a eu une santé déclinante, vraiment beaucoup. Mais quand même, euh, à la fin de sa vie, quand même, la, la vieillesse venant, on va dire qu'Hollywood s'est souvenu de lui parce que je crois que c'était en 1972 que Hollywood l'a contacté pour recevoir un Oscar d'honneur euh, pour toute sa carrière pendant la cérémonie des Oscars. Voilà, donc il a reçu un César d'honneur. Et au début, il ne voulait pas y aller parce que forcément, il avait des mauvais souvenirs par rapport à toutes les histoires qui lui étaient arrivées euh, à Hollywood. Et au début, il ne voulait pas y aller. Mais finalement, il s'est dit, bon, j'y vais parce que déjà, sa femme et ses enfants n'avaient jamais vu les États-Unis, donc il les y emmenait. Mais il s'est dit aussi, chouette, ils ont encore peur de moi, donc allons-y. Donc voilà, il a reçu ce César d'honneur pour toute sa carrière. Et d'ailleurs, c'est dans l'histoire des Oscars, c'est la plus longue standing ovation qui a eu lieu dans l'histoire des Césars, puisqu'elle a duré 12 minutes non-stop. Donc on a vraiment applaudi Charlie Chaplin pour l'ensemble de sa carrière. Donc vraiment tout Hollywood, pendant la cérémonie des Césars, l'a applaudi pendant 12 minutes non-stop. Donc voilà, et vraiment sur les images archives, si vous tapez sur internet, elles sont encore trouvables. Donc on voit vraiment il est vraiment vieillissant, il est vraiment, on va dire, au crépuscule de sa vie. Mais on voit qu'il est tout ému, vraiment, il est vraiment voilà, reconnaissant de cet honneur qu'il a. Et, vraiment, ces mots de remerciement sont très succincts parce que il est vraiment reconnaissant de tout l'amour qu'on lui donne. Et, euh, et même si Hollywood à un moment lui a tourné le dos, ce qu'on peut dire, c'est que euh, il a quand même eu le temps, évidemment, heureusement pour nous, il a quand même eu le temps d'entrer dans la légende du 7e art. Je pense que encore aujourd'hui, c'est l'un des acteurs, on va dire, anciens auxquels on pense quand on pense cinéma et progrès au cinéma et films comiques au cinéma et films engagés au cinéma. Je pense que son cinéma pourrait entrer dans beaucoup de cases. Donc voilà. Écoutez, ce live, pour moi c'était l'occasion de m'y remettre un petit peu hein, pour l'année 2026, mais aussi voilà vous parler de cet artiste que j'aime beaucoup beaucoup, qui est aujourd'hui l'un de mes modèles. Euh, L'un de mes modèles dans le sens où pas faire des films comme lui, hein, j'aurais jamais cette prétention, mais voilà, de considérer vraiment de considérer le progrès comme une chose saine, d'avoir à cœur le- nos semblables, on va dire, d'être humain avant tout, humaniste et engagé contre, contre ce qui nous révolte et ne pas avoir peur de dénoncer ce qui nous dérange.
Et je trouve que Charlie Chaplin, c'est vraiment ça. C'est vraiment euh, l'art au service de ses idées, d'un idéal politique et social. Parce que donc, ces films ont vraiment cette, cette capacité à, à être, on va dire, intemporels. Bon, sauf pour certains. Parce que, bon, après, ouais, certains de ces films sont plus intemporels que d'autres. Mais je pense que si vous demandez à quelqu'un de vous parler de Charlie Chaplin, je pense que cette personne vous répondra que ces films sont intemporels et, et que il, il- et que il a marqué vraiment, je pense, toutes les générations actuelles, que ce soit les personnes âgées ou les jeunes aujourd'hui. Enfin, voilà, moi je sais que, par exemple, à l'école, je sais qu'on nous a montré des extraits de Charlie Chaplin. Bon, moi personnellement, je les ai connus par mes parents parce que, voilà, on nous les a montrés à la maison. Mais je sais que beaucoup d'enfants découvrent Charlie Chaplin par le biais de l'école, notamment lorsqu'on étudie la Seconde Guerre mondiale, parce que souvent le dictateur, on nous en montre des extraits parce que il est tellement, voilà, il est tellement bien réalisé et parlant sur l'époque et sur tous les messages possiblement transmissibles par le biais du cinéma que souvent il est montré aux élèves. Euh, donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Euh, on arrive... Ah oui, oui, il nous reste 5 minutes encore. Ben, pour finir sur Charlie Chaplin, c'est vraiment quelqu'un j'adorerais jusqu'à vraiment très longtemps. Et je ne peux que vous conseiller très fortement de découvrir ou redécouvrir ces films si vraiment d'aventure vous en connaissez encore pas tous. Si vous les connaissez encore pas tous, allez rattraper ça. Et ce sera avec plaisir qu'on pourra en reparler dans d'autres lives. C'est quoi le sujet de la semaine prochaine? Alors, c'est une très bonne question, Varan, parce que euh, je ne sais pas. Je ne sais encore pas. Eh ben écoute, ce sera la surprise la semaine prochaine. Donc, mais je pense quand même, là on est quoi? On est le 14 janvier. Ah, oh, c'est possible que... Allez, c'est possible que je fasse sur une pièce de théâtre la prochaine fois, mais je sais pas encore sur laquelle. Donc, pourquoi pas. Mais non, je ne sais pas encore. Je décide généralement comme ça, voilà, d'une semaine sur l'autre. Je me fais pas de planning. Il y a aussi autre chose, tiens, dont je voulais vous parler avant que le live se termine et qu'on aille profiter de notre soirée. C'est... Ok. Pas de souci, les va. Il y a aussi autre chose dont je voulais vous parler, c'est que... tiens, je vais vous parler de mes résolutions 2026. Et mes résolutions 2026, c'est de lire un peu davantage. Et j'avais envie de faire quelque chose, c'est que une fois par mois, je vous parle en live comme ce soir des livres que je lis, que je vais lire et que voilà que vous me conseilleriez de lire. En fait, faire un live spécial lecture où je vous parle des livres que j'ai lus du mois passé, voilà, que vous me parliez des livres que vous avez lus le mois passé, voilà, et qu'on parle lecture tous ensemble, et que on se donne des idées de lecture. Vraiment faire un live spécial lecture une fois par mois sur les livres que j'ai aimés, pourquoi je les ai aimés, pourquoi je les ai moins aimés, et vous donner envie de découvrir des livres des auteurs. Ça peut être n'importe quel livre, hein. Ça peut être des classiques, des livres très récents. Par exemple, là, j'ai lu dernièrement le dernier roman de Maxime Chatham, et je me dis que ça peut être
intéressant que je vous en parle, sans spoiler évidemment pour ceux qui l'ont pas lu. Mais, mais je me dis que ça peut être sympa qu'on se retrouve autour de mes lectures récentes ou moins récentes. Voilà, donc je suis en train de réfléchir là-dessus pour au moins une fois par mois. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou pas, hein, ou alors ça vous intéresse pas du tout, et dans ce cas-là, je parlerai dans le vide. Mais voilà, je me dis que ça peut être une bonne idée. Bon, eh ben écoutez, là on est à 20h58. Bon non, je vais pas faire je vais pas partir à l'heure pile quand même. Euh, Bah écoutez, j'étais vraiment très contente de reprendre ces lives avec vous. Ça m'a fait plaisir de parler de Charlie Chaplin en plus avec vous. Ça m'a fait du bien. Ça y est, je suis remotivée. Bah écoutez, j'étais vraiment très contente de partager ce moment avec vous. J'espère que ça vous a donné envie de revoir du Charlie Chaplin. Et j'espère vous voir nombreux la semaine prochaine quand je saurai le sujet. Voilà. Donc, passez une bonne soirée. Hâte de parler bouquin. Bientôt, et les varans, bientôt, bientôt, pas de problème. Bon, et ben, écoutez, passez une bonne soirée et à très bientôt tout le monde. Ciao!